Bonsoir à tous, jeudi 15 février, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78, tour d'horizon de l'actualité locale, les titres de cette édition. Ils sont opposés à la réforme de la justice engagée par la garde des Sceaux Nicole Belloubet. Comme partout en France, avocats, magistrats et personnel du tribunal de grande instance de Versailles se sont mobilisés aujourd'hui. Action à l'appel d'une intersyndicale, reportage à suivre. La vallée de Chevreuse aura bientôt sa monnaie locale. La racine doit être mise en circulation cette année. Elle doit encourager la consommation éthique dans les boutiques de proximité. Nous en parlerons avec Christian Portal, président du collège des particuliers pour l'association La Racine. Et puis il s'est installé à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Le cirque Nicolas Zavata revient du 17 au 28 février. Cette année, les artistes vous proposent un voyage au Brésil. Invité de ce journal, Fredo Douchet, directeur du cirque. Avant de développer ces titres, ce chiffre, 26 communes des Yvelines reconnues en état de catastrophe naturelle après les inondations. La liste a été publiée ce matin au journal officiel. On y retrouve notamment Louvciennes, Poissy ou encore Bougival, que vous voyez ici en image. L'épisode d'inondation a concerné le département à partir de la mi-janvier. La reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle va permettre aux victimes d'être mieux indemnisées et plus rapidement. C'était une première depuis 2011. Toutes les professions de la justice étaient aujourd'hui mobilisées à l'appel de plusieurs syndicats. L'action se place en opposition au projet de réforme lancé par la ministre et garde des Sceaux Nicole Belloubet. Des rassemblements se tenaient partout en France, comme à Versailles. Reportage au tribunal de grande instance de Marilène Yapichino. Les 9 organisations syndicales des métiers de la justice ne s'étaient pas unies depuis 2011. Seulement face au projet gouvernemental de réforme, la mobilisation s'impose pour les syndicats. Mot d'ordre, une justice de qualité. La garde des Sceaux, Mme Belloubet, a décidé de mettre en place 5 chantiers pour rénover l'institution judiciaire. Et au vu des rapports qui ont été déposés, elle nous a demandé quelles étaient les lignes rouges à ne pas franchir. Et il se trouve que les professionnels de la justice, que sont les fonctionnaires, les magistrats, les avocats, ont décidé, ces 9 organisations ont décidé de se rassembler pour dire nous ne voulons pas, sur la base des propositions qui sont faites, la réforme que vous pensez nous proposer. Les syndicats parlent de déficit humain, matériel et immobilier. Selon eux, une centaine de magistrats manquent à la cour d'appel de Versailles. Les pannes informatiques font perdre un temps difficile à rattraper et les locaux sont vétustes. On des habilitants de service pour pouvoir faire fonctionner ces nouveaux services que l'on met en avant. Ici à Versailles, tout à chacun peut passer devant le palais de justice et voir qu'il y a un grand filet qui protège le bâtiment parce que nous n'avons même plus les moyens de maintenir nos murs en état. Nous attendons vraiment une réponse entre aujourd'hui et le début de la semaine prochaine, une vraie réponse. Pour informer les citoyens et parler de ces mouvements au sein de la justice, les syndicats ont prévu de mettre en place des réunions publiques dans les Yvelines dans les jours à venir. Mettre en avant les nouveaux modes d'organisation de travail sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, c'était l'objet aujourd'hui d'une matinée d'information organisée dans les nouveaux locaux du conseil départemental des Yvelines à Guyancourt. Ces dernières années, le travail collaboratif, les espaces de travail partagés ou encore le télétravail se sont développés. Une évolution qui n'est pas sans conséquence sur l'immobilier d'entreprise qui doit désormais s'adapter à ces nouveaux modes. Propos recueillis par Aurélie Ronze et Nicolas Kirillovitz. Les jeunes générations, et notamment les générations Z, attendent de travailler dans des conditions beaucoup plus, des bureaux beaucoup plus flexibles, beaucoup plus agiles, et ce qui permet aussi d'attirer les talents, puisque nous sommes un territoire de seconde couronne, et en général, les jeunes talents préfèrent rester travailler sur Paris. Donc il faut vraiment que les espaces de travail soient adaptés à ces demandes de jeunes talents. Elle a été lancée en janvier. Parcoursup, c'est la nouvelle plateforme pour faire ses choix de formation post-bac. L'orientation qui rime parfois avec casse-tête. Certains se demandent encore quoi faire. Hier soir, à Montigny-le-Bretonneux, une nuit de l'orientation était organisée par le pôle jeunesse. Les précisions avec ce sujet de Camille Lambert. On va essayer de faire le questionnaire numéro 2 si tu peux descendre. Test d'orientation, information sur les études et les métiers, échange avec des conseillers. Trouver un métier qui lui correspond ressemble parfois à un parcours du combattant. Et même quand on pense avoir découvert sa voie, certains s'aperçoivent que cela ne leur correspond pas. C'est le cas de Florent qui souhaite changer de filière. Il y a eu APB, j'ai atterri à l'université, j'ai fait ma première année, du coup j'ai redoublé. Et là je décroche complètement et j'aimerais du coup me réorienter, c'est pour ça que j'ai fait le questionnaire. Un questionnaire qui le confirme dans ses choix, audiovisuels ou les sciences.
Pour Eva, actuellement en première, c'est encore un peu flou, une période qu'elle juge stressante. Il y en a qui ne savent pas du tout quoi faire. Et puis, on nous met aussi des fois beaucoup trop la pression, peut-être pour savoir ce qu'on veut faire, alors que je pense qu'il n'y a pas besoin de nous mettre tant la pression que ça. Au bout d'un moment, on va bien trouver sa voie et on va bien savoir ce qu'on voudra faire plus tard. C'est justement pour apaiser les angoisses des collégiens, lycéens, mais aussi de leurs parents, que le pôle jeunesse a organisé cette nuit de l'orientation, un moment voulu convivial. Cette année, on a mis en place des choses un peu plus interactives et aussi une animation escape game qui est ludique et qui tourne aussi autour du thème des métiers de l'orientation pour aussi désamorcer le sujet. Vif, rapide et efficace, je dois gérer le stress lié à mon poste. Je porte généralement une tenue blanche de travail. D'autres rendez-vous de ce type sont organisés plusieurs fois par an. Pour venir se renseigner, le pôle jeunesse est ouvert tous les jours. Direction la vallée de Chevreuse, vous pourrez bientôt payer en racines. La monnaie locale citoyenne va être mise en circulation cette année sur le territoire du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Une assemblée générale s'est tenue dimanche dernier pour fixer les derniers axes de travail avant le lancement. Bonsoir Christian Portal. Bonsoir. Alors la semaine dernière, vous étiez venu nous parler de votre livre. Là, on vous reçoit ce soir sous une autre casquette, celle du président du Collège des particuliers pour l'association La Racine. Car oui, pour le lancement de cette monnaie locale et puis pour la gérer ensuite, vous êtes réunis en association. C'est ça qui regroupe des élus et aussi des professionnels. Voilà. Donc essentiellement, c'est une association avec 3 collèges. Un collège des particuliers, un collège des professionnels et un collège des collectivités, associations et collectivités. Alors avant cette assemblée générale, il y avait encore un doute sur la mise en circulation, la date de mise en circulation de cette monnaie locale. Certains étaient partisans de la mettre en circulation dès juin, d'autres en octobre, dès l'automne. Est-ce que ça a été décidé, cette date de mise en circulation ? Ça a été décidé. Et donc en fin de compte, on va démarrer dès que possible, donc au printemps, sur des petits pôles, dès qu'on a une opportunité pour démarrer. Et puis on va faire un démarrage général au mois de début octobre, fin septembre, début octobre. Alors avant de poursuivre cette interview, donnons les clés aux téléspectateurs pour qu'ils comprennent tous les enjeux de cette monnaie. Combien vaut une racine ? Une racine, 1 euro. Une racine, d'ailleurs, ce n'est pas une monnaie, c'est un moyen de paiement, au même titre que les tickets restaurants. D'accord. C'est un moyen de paiement, tout simple. Et on va chez son commerçant adhérent au système, et on paiera en racines. Ces racines ensuite auront vocation à être diffusées de façon circulaire dans le territoire. C'est pour ça que le territoire doit être assez grand pour fonctionner. Et donc ça va permettre notamment pour faire circuler cette monnaie, il faudra qu'ils trouvent des fournisseurs qui vont eux aussi acheter, accepter la monnaie locale. À terme, il pourra payer une partie de ses employés, une partie de ses propres salaires, des primes. On peut imaginer à terme que ça va servir aussi aux collectivités locales, par exemple, pour payer les services, les aspects sociaux, par exemple les prestations du CCAS. Voilà, toutes sortes donc le centre communal d'action sociale, voilà. Juste on le précise. Et donc dans un premier temps, oui, de l'achat de biens auprès des commerçants. Et ça sera sur les 53 communes de la vallée de Chevreuse. Alors dans un premier temps, oui, sachant que de toute façon, tout ça est très poreux et va diffuser très vite, notamment vers Versailles, toute la communauté de Saint-Quentin, la vallée de l'Yvette va être... L'idée, c'est que ça s'étende sur d'autres territoires. Parce que forcément, tout ça, ça va être contagieux. Ceux de Bure voudront le faire, ceux le veulent déjà, ceux de Givres vont vouloir, Orsay, etc. Et pourquoi ils la veulent justement ? Quels sont les objectifs ? Qu'est-ce que ça amène finalement d'avoir une monnaie locale ? Alors il y a un intérêt qui est un intérêt, je dirais, anecdotique pour le particulier, voire militant, et puis il y a un gros intérêt pour les commerçants, parce qu'il y a de la visibilité, parce qu'il y a du réseau, parce qu'il y a de la publicité. Pour les collectivités locales, il y a la possibilité de revitaliser les centres-bourgs, ce qui est un vrai problème actuellement. Il y a une vraie vie sociale qui peut se créer autour de cette racine. D'accord. Et donc du coup, effectivement, il y a un gros intérêt qui se développe là-dessus. Alors à l'origine, il y a le territoire du PNR, de la Haute-Vallée de Chevreuse, on le disait, 53 communes, 43 des Yvelines et 8 de l'Essonne. Est-ce qu'il y a aussi l'idée derrière peut-être de fédérer ce territoire autour d'un projet commun ? Alors oui, par exemple, ça peut être une occasion de déborder simplement de la zone
de la sa zone commune, de son départementale. département. Voilà. Et donc, du coup, nous aussi, on est en relation avec les différentes communautés d'agglomération pour essayer de solliciter les présidents de communautés et puis également tous les élus qui sont dedans, qui sont chacun des maires, de façon à ce qu'ils puissent aussi s'emparer du projet pour que chacun dans sa commune cherche à faire utiliser la monnaie locale. Alors, d'ici le début de la mise en circulation, qu'est-ce qu'il reste à faire? Quels sont les gros axes de travail encore? Il reste deux choses importantes. L'impression des billets, qui à ce jour n'est pas réalisée. Les billets sont conçus, les façades sont indiquées, enfin tout est prêt. Il nous reste l'imprimeur à trouver, ce qui ne devrait pas... C'est des imprimeurs agréés, c'est ça? Certainement, voilà, donc effectivement. Et puis, il y a une technicité derrière, en particulier pour les sécurités, donc il faut des gens qui soient capables de le faire. À quoi il ressemblera ce billet? Est-ce qu'on pourra y trouver peut-être des personnages de la vallée de Chevreuse, des monuments peut-être? Il y a des personnages historiques ou moins historiques. Il y a des paysages, il y a des monuments, et on a essayé aussi de créer une certaine modernité, c'est-à-dire qu'il y a des monuments récents, des aspects liés à l'architecture moderne, etc. Il y a tout un... Et puis quelques scientifiques modernes également, donc voilà. Concrètement, comment on pourra changer nos euros? Alors, il y aura des comptoirs de change. En racine. Alors, les comptoirs de change, au début, ce seront peut-être des commerçants qui seront peu utilisés, qui ne recevront pas beaucoup de public et donc qui auront une certaine liberté pour le faire. Ça peut être des comptoirs de banque si on arrive à développer certains partenariats bancaires. Ça peut être différents lieux, pourquoi pas des mairies, etc. Et le deuxième point qui nous manque, c'est un site internet performant pour pouvoir effectivement gérer les adhésions, gérer toute l'infrastructure qui va aller avec. Deux dernières questions. Il y a beaucoup de monnaies locales qui ont été aussi lancées dans d'autres territoires en France. Pour la Racine, est-ce qu'il y a eu un exemple qui a été pris pour mettre en place cette monnaie locale? Alors l'exemple le plus frappant, c'est le SCHO, qui est la monnaie locale du Pays Basque, qui est une très grosse monnaie, qui a 700 000 € de monnaie en circulation. Et plusieurs années d'existence aussi. 5 années d'existence, et puis voilà, qui a déjà bien fonctionné de ce point de vue-là. Et puis, tout dernièrement, il y a, quand je vous disais que les collectivités locales s'en emparent, c'est que le Conseil régional de Normandie vient de lancer sa propre monnaie, est en train de lancer sa propre monnaie. Donc sur un territoire beaucoup plus grand que celui carrément de la Normandie. Une dernière question, cette racine, elle pourra prendre aussi la forme d'une monnaie électronique? Voilà, elle va prendre la forme d'une monnaie électronique d'ici assez peu de temps. Dans un premier temps, en direction des professionnels pour qu'ils puissent faire leurs propres échanges sans passer par une valise de billets. Et puis, dans un deuxième temps, entre particuliers et commerçants. Ça devrait être fait courant octobre pour les professionnels et 6 mois plus tard, vraisemblablement, pour les particuliers. Merci Christian Portal. Je rappelle que vous êtes le président du collège des particuliers pour l'association La Racine. La Racine, donc cette monnaie locale qui sera lancée cette année sur le territoire du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Merci à vous. Merci. De la culture avec ce sujet qui pourrait intéresser les amateurs de lecture. La région Île-de-France a lancé fin janvier des boîtes à livres dans 15 gares franciliennes, dont 3 des Yvelines. Le concept, les voyageurs peuvent déposer ou emprunter des livres gratuitement, une tendance qui séduit à la gare de Versailles-Chantier. Sujet de Mickaël Elmidoro et Quentin Lefrère. C'est devenu un rituel dès qu'il passe par la gare de Versailles-Chantier. Maurice ne peut s'empêcher de s'arrêter pour feuilleter les ouvrages déposés dans la nouvelle boîte à livres installée près des quais. J'aime beaucoup les romanciers japonais. Et la dernière fois que je suis passé, c'était il y a 3 semaines, et j'ai trouvé un livre d'un romancier japonais, un policier japonais que j'ai beaucoup aimé. Un livre que Maurice a pu emprunter gratuitement, le lecteur pourra le restituer quand il l'aura terminé. Ce dispositif test a été lancé fin janvier par la région Île-de-France en collaboration avec les bibliothèques locales. 15 gares franciliennes, dont 3 dans les Yvelines, participent à cette expérimentation. L'idée, c'est encore une fois de rendre la culture, et tout particulièrement la lecture, accessible à tous les publics. Et on s'est dit, il faut inventer une nouvelle forme d'accès de la lecture, notamment à des nouveaux publics, et pourquoi pas dans les lieux de fréquentation importants des franciliens, et donc les gares. Et donc plutôt que d'être rivé sur son smartphone, pourquoi pas dans le train pouvoir se pencher sur un livre, découvrir un nouvel auteur. Un dispositif accueilli avec enthousiasme par les 65 000 voyageurs quotidiens de la gare. Quand on doit attendre un train qui est en retard, par exemple, ce genre de choses, ça peut être une façon d'attendre, quoi. Ça peut être sympa, surtout que des fois on passe du temps dans les transports, donc ça peut être sympa si on y trouve son compte en lecture. Dans 6 mois, un premier bilan sera tiré sur cette expérimentation. Si cette dernière est concluante, 200 gares franciliennes pourraient être équipées de boîtes à livres d'ici 2020.
Des visages et des personnes à perte de vue. Édouard Sakayan peint des personnages figés dans des situations de la vie quotidienne, des hommes, des femmes qui se retrouvent spectateurs. Une exposition se tient en ce moment à l'espace Richaud à Versailles. Découverte de cette exposition avec Mélanie Poquet. Édouard Sakayan peint, mais aussi interroge. Un questionnement sur la société, un questionnement sur soi. L'artiste distille dans ses toiles des fragments de sa vie, une rétrospective comme une introspection. Il y a des apparitions de mon identité à travers chaque tableau. Pas pour me reconnaître, mais surtout d'abord pour me connaître. Et à travers cette exposition, moi aussi je suis dans une recherche de connaissance de moi-même, comme les autres aussi. Une centaine de toiles bigarrées aux couleurs vives et pétillantes, des centaines de regards, de visages qui semblent observer les visiteurs. Édouard Sakayan invite à se poser. La couleur alors représente la lumière. Et la lumière comme une métaphore, ça veut dire qu'on met en lumière certaines tensions. Ces tensions, chacun peut les compléter. C'est une machine en cours, un tableau. Et avec les couleurs et toutes ces choses-là, on peut chacun faire son discours. Des toiles créées tout spécialement pour l'exposition, l'artiste grec met en place un labyrinthe de visages tourmentés. Il est arrivé à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines cette semaine et continue son installation. Le cirque Nicolas Zavata Douchet débute ses shows ce samedi. C'est jusqu'au 28 février avec moi pour en parler en plateau. Fredo Douchet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du cirque Nicolas Zavata Douchet. Alors ce n'est pas la première fois qu'il vient sur l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, qu'il plante son chapiteau ici. C'est un passage obligé, ça vous tient à cœur de venir ici chaque année? Déjà la région parisienne pour nous, oui, il y a des années qu'on passe sur la région parisienne avec notre cirque. Et, puis le public est toujours à la demande sur notre site internet. Donc du coup, oui, c'est un passage obligé pour nous de venir ici, surtout à la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, car ça touche beaucoup d'environ. Il y a beaucoup de monde qui aime le cirque traditionnel avec animaux. Alors sur cette île de loisirs, justement, ça sera vos premières dates de l'année pour le cirque. Est-ce que tous les shows, toutes les équipes sont prêtes pour cette saison? Alors oui, ils sont prêts, ils sont là justement, ils sont à l'heure où on parle, ils sont en train de s'entraîner, car on a eu un peu de retard avec la neige de ces temps-ci. L'installation a été difficile, oui. Un peu difficile, oui, mais bon, on aime au cirque le challenge, et puis ça nous met dans l'ambiance, ça y est, on est dans la tournée. Mais toute l'équipe est prête. Puis c'est, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est une nouvelle équipe, car chaque année au cirque Nicolas Zavata, production Douchet, on change de spectacle. Et tout le monde ne se connaît pas encore. Il y en a qui sont arrivés, il y en a qui arrivent encore demain matin, comme les clowns, tout ça. Mais le matériel est là pour accueillir notre public, et on est fin prêt. Alors vous l'avez dit, les répétitions ont débuté aujourd'hui, c'est ça? Aujourd'hui, c'est ça. Là, à l'instant où on parle, j'ai mon personnel qui est en train de s'entraîner. On a monté le chapiteau ce matin. Alors pour présenter ce cirque Nicolas Zavata, il fait partie en fait d'une grande famille Zavata, le mythique clown Zavata. C'est ça, c'est le petit-fils d'Achille Zavata. On a repris le flambeau familial. Et on apporte au jour d'aujourd'hui un spectacle traditionnel de cirque avec animaux, mais au goût du jour. Avec cette année, nous avons des trapèzes volants qui viennent du Brésil, et cette année, c'est sur le thème du Brésil. Alors on va en parler dans un instant. Vous êtes l'héritier d'une longue lignée de professionnels du cirque. C'est ça, c'est ça. Alors je suis moi la 7e génération, mais mes filles, mes enfants sont la 8e génération. Et oui, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents faisaient déjà du cirque. Nous sommes les enfants de la balle, des circassiens. Alors vous en avez dit deux mots cette année, vous proposez un voyage direction le Brésil, on en parle. Cette année aussi, c'est la célébration d'un anniversaire, les 250 ans du cirque traditionnel, on le sent dans vos propos, ça vous tient à cœur. On rappelle juste cette date, 1768, c'est le premier cirque moderne qui a vu le jour à Londres, c'est ça? C'est ça, alors je ne pourrais pas tout vous expliquer, car je ne connais pas tout, mais qu'est-ce qu'on appelle cirque traditionnel finalement? Alors, nous, ce qu'on appelle le cirque traditionnel, c'est des cirques avec des clowns,
les fauves, la cavalerie, les exotiques, des animaux à un spectacle. Car au jour d'aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur les animaux de cirque. Et nous, un cirque sans animaux, pour nous, si je dis à mes parents qu'aujourd'hui comme pour demain, il n'y aura plus d'animaux, ils me diront alors tu arrêtes le cirque traditionnel, et c'est du cirque contemporain. Et nous, on ne veut pas faire du cirque contemporain, car on aime trop nos animaux déjà pour s'en séparer. Et puis c'est du cirque traditionnel. Et puis là, cette année, justement, comme vous venez de le dire, on fête les 250 ans du cirque traditionnel. Donc on en est fiers d'être arrivé jusqu'à 250 ans et on espère que ça va continuer comme ça. Un cirque en 1768 qui proposait des numéros équestres et des spectacles d'acrobatie. Alors pourquoi choisir le thème du Brésil? Alors pourquoi le thème du Brésil? Parce qu'on a un thème chaque année à notre spectacle. L'année dernière, c'était son et lumière. Et cette année, c'est le Brésil. Parce que on est en plein carnaval en plus en ce moment de Rio. Tout à fait, on est en plein carnaval et puis ça nous est venu comme ça parce qu'on a changé notre troupe d'artistes et puis c'est donc des Brésiliens et qu'ils dansent et puis ils jouent sur les musiques du Brésil et donc on s'est dit pourquoi pas faire cette année le thème du Brésil où on va adapter notre spectacle sur ce thème. Et justement cette année, quels sont les spectacles à ne pas rater, les numéros à ne pas rater? Alors les numéros à ne pas rater, on va dire que c'est les 2 heures du spectacle à ne pas rater car tous nos numéros sont uniques et puis sont magnifiques, que ce soit aussi bien donc les trapézistes qui font des doubles et triples supérieurs, mais on va avoir un magnifique numéro de fauve avec des lions, des tigres blancs, on va avoir aussi des contorsionnistes, on va avoir des numéros aériens et un magnifique clown aussi qui vient du Portugal. Très bien. Et cette saison, elle va durer longtemps? Jusqu'à quand ça dure? Alors normalement, on tourne jusqu'au début décembre, environ. Très bien. Et dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour cette saison? Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Déjà d'avoir du beau temps. Déjà sur toute la France, ça nous arrangerait. Pas de la neige? Éviter d'avoir de la neige, malgré que s'il y a de la neige, le cirque tourne toujours parce que le chapiteau est climatisé et chauffé à cette période. Mais d'avoir du public, parce qu'on en a besoin. Et puis bonne chance, car il y a aussi du travail derrière un cirque. Merci Fredo Douchet d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Je rappelle, vous êtes le directeur du cirque Nicolas Zavata. Le cirque est en représentation à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines à partir de ce samedi et jusqu'au 28 février. Spectacle tous les jours à 16h, sauf le mercredi, c'est à 15h. Et pour toutes les infos, les tarifs, retrouvez toutes les informations sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Du spectacle encore pour refermer ce journal, Grise, Cats ou encore Air, des comédies musicales devenues cultes et qui parlent à beaucoup. Une école à Versailles propose de se glisser dans la peau de John Travolta. Hello Broadway dispense un enseignement mêlant danse, théâtre et chant. Cette année, elle a ouvert une section pour les 8-10 ans. Camille Lambert a suivi l'un des cours. C'est une vraie vie de chien. C'est une vraie vie de chien pour nous. Sans un câlin, on nous claque. Cela fait seulement quelques mois que ces élèves répètent leur chorégraphie. Se placer, danser, chanter et jouer, tout cela à la fois. Mais à les entendre, ce n'est pas si compliqué. Il faut bien articuler déjà et chanter assez fort et se mettre dans le personnage. J'aime bien danser, j'aime bien chanter et c'est rigolo de faire ça. Parfois c'est facile, parfois c'est difficile. Il faut se dire qu'il n'y a personne qui nous regarde dans la salle. Mêlant tous les arts, la comédie musicale est un genre théâtral apparu au début du XXe siècle. Des créations comme Grease ou Hair dans les années 60-70 ont favorisé sa popularité. Créée par Sharon Kirsch dans les années 90, cela fait 3 ans que cette école s'est installée à la Royal Factory de Versailles, une affaire de famille. Ses fils donnent les cours de théâtre et de chant. On a une semaine de théâtre, ensuite une semaine de chant, ensuite une semaine de théâtre aussi, surtout au début parce que le théâtre c'est très important pour la libération de l'esprit et la tranquillité. Et il y a une semaine à la fin de chorégraphie chantée où on travaille le théâtre, le chant et la danse en même temps. Ce que j'attends de mes élèves, c'est la liberté. En fait, j'aspire à les amener à une certaine liberté d'expression. Je travaille beaucoup sur l'improvisation, l'imagination. Je compare de temps en temps pendant l'année avec des textes. Je leur donne des textes à apprendre par cœur pour comparer qu'est-ce que c'est l'improvisation, qu'est-ce que c'est le travail sur texte, quelle est la différence entre chaque personnage. Résultat de ces mois d'enseignement, sur scène, parmi les pièces déjà présentées au public, Grease, Annie et Oliver, quelques places sont encore disponibles pour rejoindre la troupe.
C'est la fin de ce 7-8 journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, vendredi, même heure, vous avez rendez-vous avec le 7-8 l'hebdo de Nicolas Kirillovitz qui revient sur l'essentiel de la semaine avec son invité. Le 7-8 journal, lui, revient dès lundi prochain sur TV78. Belle soirée à tous.